Bien le bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie d'épisode sur La Belle au Bois dormant. Si ce n'est déjà fait, je vous recommande bien sûr d'aller voir la première. Et puis bah allez, on y va! On a vu en partie 1 toute la pantomime qu'on retrouve dans ce ballet. Mais évidemment, la danse, les variations des personnages sont tout autant significatifs. Et heureusement quand même, d'autant plus que la musique déjà est évocatrice. On rappelle que c'est une partition composée exprès pour un ballet. D'ailleurs, on va pouvoir suivre un fil rouge tout au long de cette analyse. Dans ce ballet, clairement, le sujet c'est la maturité. Alors c'est la maturité du contexte, donc en gros, la princesse, son épreuve c'est d'être prête à marier, et le prince c'est de trouver l'amour en sauvant Aurore et l'épouser. Et pour les deux, par extension, assurer leur rôle de futur monarque. Donc voilà, c'est un concept assez spécifique de la maturité. Alors entrons dans le vif du sujet avec les fées. Bien sûr, il se passe d'autres choses au début du ballet, avant elle, il y a l'entrée de toute la cour, etc. Mais bon, on rappelle que le ballet est méga long, donc voilà, j'ai dû trier. Je m'arrête sur les variations des fées car ce sont les marraines de la princesse. Et chacune lui donne un don qui va contribuer à cette fameuse maturité quand elle sera grande. Donc après l'entrée des fées et leurs variations toutes ensemble, on a leurs variations individuelles. On commence avec Candide, fée de la candeur, oui, en effet, qui fait donc le don de la pureté et de la sincérité. Et les deux se reflètent déjà très bien dans la musique, très calme, avec les cordes qui portent une douce mélodie. Et aussi, on le voit au pas très léger, les ports de bras amples et délicats. Bref, une entrée en matière tout en douceur, sans artifice. Puis arrive Coulante et Fleur de Farine, sur un air qui sent bon la tarentelle. Alors à la base, et aujourd'hui encore dans certaines versions, ces deux fées n'en sont qu'une seule. Là, ça bouge déjà un peu plus, c'est plus sautillant, j'imagine pour symboliser la vitalité qu'elles offrent en don à la princesse. En effet, il semble que leur don soit celui de la beauté, mais aussi celui de la danse. Bon, forcément, la variation est différente selon s'il y a une ou deux danseuses, et quand elles sont deux, ça donne quelques petits moments d'asymétrie assez sympa, je trouve. Vient ensuite Miette qui tombe. Alors plusieurs symboliques possibles et pas incompatibles. Ça peut être la prospérité, le pain étant un aliment important, tout ça. On peut interpréter les miettes qui tombent comme une pluie, une abondance de ressources. Dans la même veine, ça peut être la générosité, le fait de distribuer là encore du pain un peu pour tout le monde. Mais ça peut aussi être la fertilité, notamment selon une ancienne tradition russe apparemment de poser des miettes de pain sur le berceau des petites filles. Niveau musique, on a un thème très léger, tout en discrétion là encore, avec des pizzicati tout choupis. Et au niveau des pas, là aussi c'est très feutré. Les bras sont complètement dissociés du mouvement des jambes. Eux apportent beaucoup de douceur et de délicatesse, mais les jambes sont staccato. L'attitude, en effet, Aurore, quand elle entre, elle va saluer la famille avec des attitudes. Donc vous retrouvez déjà, dès le prologue, ces attitudes. Et la gagnante de la catégorie Je morfle le plus sur pointe pendant la quasi-totalité de ma variation est... la fée Miette qui tombe. Félicitations, félicitations, oui. On enchaîne avec la pétillante Canari qui chante, qui offre bien sûr le don de la musique, du chant, mais aussi de l'éloquence. C'est une giga pipelette, et là encore la musique l'évoque très bien. On a le piccolo très rapide, des pizzicati encore, et la vivacité, les mimiques, la gestuelle reflètent ce côté un peu surexcité du personnage. Le canari, l'oiseau, est évoqué par des mouvements de bras et des mains, et aussi ses passages en marché sur pointe, comme un petit piaf qui fait tic-tic-tic avec ses petites patounes. Oui, c'est mignon, j'y peux rien moi. L'avant-dernière fée, Violente, est la fée du caractère. Le ton est entraînant, la danse très vive, vraie fougue, une personnalité affirmée avec ses index fièrement pointés et une attitude plus ferme. Et oui, même si elle est gracieuse, douce et tout ce qu'on veut, Aurore n'en est pas moins une future reine. Il faut bien qu'elle s'affirme, qu'elle dirige, qu'elle ait la niaque quoi. Et voyez, on a encore et toujours des attitudes. Le tout sur une musique tout aussi vive qui fait même un peu penser au galop d'un cheval. C'est d'ailleurs littéralement un galop. Tiens, il y a même un petit côté flamenco là, ça fait très danse de caractère, c'est le cas de le dire. Et la gagnante de la catégorie Je suis probablement celle qui s'éclate le plus dans sa variation est la fée Violente. Félicitations. Puis on a la fameuse 6e fée qui danse sur une valse. Enfin, selon les versions, comme vu précédemment, c'est soit la fée Lila, soit juste une autre fée, et Lila arrive après avec son rôle seulement de pantomime. Et
la gagnante de la catégorie je suis à la fois la 6e et la 8e fée, du coup personne ne comprend plus rien et... Oui, ok, c'est bon, on a compris, merci. Bref, et quelle est la dernière aptitude dont Aurore aurait bien besoin ? Oui, un peu de matière grise comme on l'a vu en partie 1, je vous l'accorde. Mais surtout de la sagesse, de la puissance. Dans La Belle au bois dormant, ce n'est pas un rôle de petite princesse gentille qui va faire des grands saluts et des petits sourires en coin. Il faut vraiment que ce soit une femme puissante avec des grandes arabesques. C'est la fée Lila qui lui apporte cette puissance. Et le côté lyrique, on l'a par la densité musculaire et par une musicalité qui va encore plus loin jusqu'au bout des ongles. Ce fameux rond de jambe que vous trouvez chez la fée Lila, 6e fée, pardon, ce rond de jambe est dans la version de la vision d'Aurore. Elle fait les renversés et l'arabesque. Elle a ce rond de jambe. Donc c'est déjà, on est en train de lui donner tout son langage, tout ce qui va faire sa vie d'adulte. Et vous voyez aussi toutes les directions, c'est toujours vers le berceau, avec cette sorte toujours de parler. Il y a beaucoup d'importance de port de bras, de talons en avant et de corps vers. Toujours ces histoires d'épaulement. Le corps n'est pas rigide. Il va vers. Ensuite arrive Carabosse, et là, changement d'ambiance. Voilà, une montée de notes qui installe un suspense oppressant, la foule commence à paniquer. La musique reflète de plus en plus la tension, préfigurant l'événement tant redouté mais inévitable. Crescendo général, montée en puissance avec de plus en plus de notes, les bonnes grosses timbales. Voyez un sombre, angoissant, malicieux, par moments presque suave. Parce que le personnage a quand même ce côté très sarcastique, Elle fait une révérence, elle a un petit sourire, elle dit qu'elle va faire un don à la princesse. Sauf que tout ça, bien sûr, c'est du flan, du flan et... beaucoup trop de flan. Et comme d'hab, la chorégraphie est au poil de c*** par rapport à la musique. Après avoir envoyé bouler toutes les autres fées qui essayent de l'amadouer, son thème reprend de plus belle, avec encore plus d'exclamations et suppléments cymbales. Là, elle est vraiment furax, Et on arrive au moment tragique où elle lance sa malédiction. Pour ensuite se taper une bonne grosse barre toute seule, telle son équivalente dans la version Disney. Et le tout est interrompu par le thème musical de la fée Lila. Un thème tout doux, tout mignon, tout lumineux, comme le décor d'ailleurs. Une fois qu'elle a conjuré le sort, Lila dégage Carabosse, tout le monde la dégage. Et encore une fois, le mouvement suit la musique. Elle recule d'un côté, puis de l'autre, et ainsi de suite, jusqu'au fond. Ok, ça s'appelle faire des passes aussi. 16 ans plus tard, donc! C'est l'anniversaire d'Aurore, il y a encore tout le beau monde. Et après la fameuse valse des guirlandes, puis l'arrivée des 4 princes, on a enfin l'entrée de la tant attendue héritière du trône. Une entrée toute guillerette, comme la jeune et innocente princesse qu'elle est, avec l'attitude qui est un peu la marque du personnage, comme on l'a vu tout à l'heure. Eh ben je vais revenir avec 4 attitudes. Sur la fin, ses mouvements, vous voyez, sont plus amples, avec les tours et développés, elle prend un peu plus d'espace sur la scène, la musique est plus vive avec les cuivres qui se rajoutent. Et on enchaîne avec l'incontournable Adage à la rose. C'est un pas d'action, donc plus solennel car elle danse avec des prétendants. La musique est directement assez grandiose avec une grosse partie de l'orchestre et les violons qui portent la mélodie comme un envol fougueux de la jeunesse. Ah, ce que c'est beau! Elle amorce le début de la danse puisqu'elle va passer une épreuve. L'Adage à la rose est une épreuve. On arrive aux attitudes. Présentation et connaissance de chaque prince. Elle regarde. Là, elle commence à les regarder dans les yeux. Donc là, elle commence déjà à être plus, plus mature. Pour arriver à l'explosion finale, où là, il y a une reprise complète de l'orchestre. Je vous
passe toute la partie avec la variation des 4 princes et le corps de ballet, et la variation solo d'Aurore. C'est pas inintéressant, hein, au contraire, mais j'ai dû faire des choix pour abréger parce que personne ici n'a envie que cette vidéo dure 50 minutes, moi y compris. On passe au moment fatidique où la malédiction se réalise. Aurore se pique et elle commence à se sentir mal. Et comme la musique suit cette dégradation de son état, tout le corps de ballet le fait aussi, en suivant ses mouvements. Tout est suspendu quelques secondes quand elle s'effondre contre sa mère, puis elle se relève et là, elle se sent vraiment mal. On passe en mode mineur et le motif est répétitif. Tout comme elle commence à vriller, littéralement aussi d'ailleurs, elle tourne sur elle-même, et surtout ça va de plus en plus vite pour construire une tension, un moment d'angoisse. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, personne ne comprend et elle se sent partir inexorablement. Ah, comme quoi parfois interdire des choses, ça peut les rendre d'autant plus dangereuses. Bon, là ça tourne à la marche funèbre, on la porte comme dans un cercueil, la musique est hyper triste. Puis Carabosse revient pour narguer tout le monde, mais elle est suivie de pas bien loin par Lila qui réapporte l'espoir et à nouveau dégage la sorcière. Enfin, elle lance son sort à elle pour endormir tout le monde, le temps est suspendu, on a le coup de gong pour symboliser le sort jeté, puis les cuivres solennels pour le sort qui prend effet. On a des suites de notes allant du grave à l'aigu pour le triomphe, mais le motif lui est descendant car les gens sombrent dans le sommeil. 100 ans plus tard, donc! Bon, en vrai, dans le ballet, y a rien qui indique que le sommeil d'Aurore dure 100 ans, mais bref. Après une folichonne partie de Colin Maillard dansant en compagnie des dames de sa cour, puis quelques danses intermédiaires que là encore, je me permets de zapper, hein, notre prince désiré se met à déprimer de ne pas avoir encore trouvé sa dulcinée. En fait, dans ce ballet, le prince passe par 3 étapes, hein. Rappelez-vous la notion de maturité. N'oubliez pas que La Belle au bois dormant, c'est un conte de Perrault initiatique. Le prince et la princesse doivent traverser des épreuves. La princesse, on l'a vu, c'est l'adage à la rose, hein. C'est physique, c'est l'épreuve et elle devient jeune fille. Le prince, lui, ça va être sa quête du bien, guidé en cela par la fée Lila, contre Carabosse. Le prince, donc, a renvoyé les chasseresses et est resté seul. Ce n'est pas le même esprit que la variation lente du lac des Cygnes, où le prince est nostalgique et désespéré et rêve d'un idéal. Là, c'est un prince jeune, optimiste, qui juste n'a pas trouvé encore l'âme sœur. Donc, c'est pas un prince ravagé et tourmenté, mais c'est un prince rêveur quand même. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une variation de 7 minutes pour le prince. Nureyev, en fait, a toujours cherché à développer les parties du corps de ballet. C'est-à-dire que les solistes, bien sûr, sont importants, mais le corps de ballet n'est pas juste là pour mettre en valeur les solistes. Il a une vraie vie. Rudolf a développé les rôles masculins. C'est vrai qu'à la création de ces ballets-là, les danseurs hommes dansaient très peu. Ils étaient là en tant que faire-valoir, des ballerines. Et Rudolf, tout comme Maurice Béjart d'une autre façon, ont eu envie de donner plus de profondeur au niveau de l'interprétation et surtout on crée des variations très complexes. Peut-être qu'il a pensé que c'était trop facile pour les danseurs de l'Opéra de Paris et comme il était dans le challenge, il a peut-être voulu rendre la chose plus difficile et c'est vraiment un moment magique parce qu'en plus c'est une variation très lente, jouée donc au violon comme instrument principal et c'est comme un duo entre le danseur qui fait le prince et le violoniste ou la violoniste et c'est un vrai moment de poésie. Et après ça, oh mais qui voilà! Notre chère princesse. Elle n'est pas réelle, évidemment, on rappelle que dans les faits, elle fait un gros dodo. Elle apparaît donc au prince sous une forme, disons, spectrale, et on est donc parti pour un bon vieux pat de des familles, romantique, languissant, un peu mélancolique, avec son violon qui nous tire des larmes et tutti quanti. Mais là, la subtilité, c'est que comme Aurore est une illusion, les deux, ils dansent sans vraiment se toucher pendant une bonne partie du temps. Bon, par contre, on est censé être sur un pas de 2, là, donc que Lila reste proche d'eux, c'est pertinent, vu que c'est elle qui crée la vision d'Aurore. Mais toutes les meufs en vert, là, qui viennent s'incruster en plus, qu'est-ce qu'elles font ici? Qui sont-elles? Qu'est-ce que quoi? Bon, alors en fait, soit elles représentent des lianes, hein, les plantes grimpantes qui entourent et protègent le château, soit dans le même mood, elles représentent des dryades. Dans tous les cas, ça explique leur déplacement, qu'elles soient toujours groupées et qu'elles empêchent
empêche le prince d'atteindre Aurore, et puis il fallait bien donner du taf au corps de ballet. Et au moins elle reste pas pendant 50 ans au même endroit et quasiment dans la même position. Bref, pas de deux oblige, après cette partie adage, on a la variation féminine, la variation masculine, et le coda avec le corps de ballet derrière. Désolé, je passe rapidement sur tout ça, mais voilà, c'est juste pour restituer le format du machin. Et en conclusion de cet acte, on retrouve Lila et le prince sur une barque qui les emmène tous les deux au château qui, je pense, détient le Guinness Record du temps de sommeil collectif. Et allez, je vous mets un petit bout parce que la musique et le décor sont franchement jolis. Et ensuite... Tiens, la même mélodie que quand Lila jette son contresort. Et oui, voilà qu'on retrouve Carabosse. Mais une Carabosse qui a perdu de son pouvoir. Elle est vieillie, affaiblie, même craintive. Il y a son thème, mais il est beaucoup moins retentissant et triomphant. Il est discret, presque pathétique. Puis, vous allez l'entendre là, c'est le thème de Lila qui retentit pour figurer qu'elle l'a vaincu. On a tout un passage avec un fuseau et un fil, alors c'est libre d'interprétation comme un peu tout, mais une que j'aime bien, c'est la métaphore du fil de la vie. Vous savez le mythe grec du fil de la vie avec les 3 moires, une qui tisse le fil, une qui le déroule et une qui le coupe symbolisant la mort. Et ben là on dirait que Carabosse elle scrute ce fil, donc soit le fil symbolise sa vie à elle et elle a peur d'en être arrivée au bout, soit il symbolise la vie d'Aurore et là elle en cherche désespérément le bout. Mais quoi qu'il en soit, elle n'y parvient pas et est finalement chassée par la fée Lila une bonne fois pour toutes. On entend encore le thème du contresort lorsque Lila amène le prince à l'entrée du château pour qu'il aille enfin rompre la malédiction, lorsqu'il fouille parmi toutes les personnes pour trouver Aurore, et il en met du temps le garçon parce qu'elle est quand même bien en évidence tout au milieu. On a une musique de suspense un peu surexcitée, il est à la fois anxieux et impatient. Vous êtes un chien, monsieur, attention. Il trouve enfin sa princesse, hop, même coup de gong quand Aurore se réveille que quand Lila endort tout le monde au début, indiquant ainsi que le sort est rompu. Puis on retrouve une variation du thème de l'adage à la rose en accéléré, avec des cuivres en fanfare, ça y est, elle a passé son épreuve finale, le prince aussi, ils peuvent être réunis en chair et en os. Une organisation de mariage plus tard, donc. Alors il y a plein de trucs dans cet acte-là dont j'aurais pu parler, on a encore des variations d'autres faits, de personnages issus d'autres contes, je vais pas aller dans le détail car il y a pas mal de différences selon les versions et tellement de choses à dire, et on s'éloigne de notre fil rouge, mais je tiens quand même à noter quelques trucs. Bon déjà on nous présente de nouvelles fées qui ont des variations super cool et leurs tutus sont tellement beaux. Ensuite on a le pas de 2 de l'oiseau bleu et la princesse Florine, c'est un peu mes chouchous, j'adore cette partie-là du ballet, à chaque fois ça m'émeut. Puis on a le chat botté et la chatte blanche, alors soit ce sont des vrais chats, soit dans ce palais c'est bal masqué ohé ohé, ou alors c'est un repère de soirée un peu... particulière. Et dans certaines versions, ça va encore plus loin. On a une variation avec Cendrillon et son prince, qui est d'ailleurs l'un des prétendants d'Aurore dans l'acte 1, ce qui est cocasse. On a aussi le petit chaperon rouge et le loup, mention spéciale à la musique, qui est trop bien. Et mention spéciale également au pape Berrichon pour la variation du Petit Poucet, ses frères et l'ogre. Ça fait carrément bien ressortir le côté comique, grotesque de la situation avec les gamins qui trollent et l'ogre qui rage tout seul. Oui, mais je cherche les lardons. Bon, un peu de sérieux, on est à un mariage princier que diantre. Ici, Aurore, pendant le pas de 2, en écho à l'adage à la rose, est beaucoup plus affirmée, et le prince aussi. Ce ne sont plus les jeunes gens du début, ils se sont trouvés eux-mêmes et mutuellement, et ils ont passé les épreuves pour atteindre cette maturité dont on parle depuis tout à l'heure. Et ça doit ressortir dans la chorégraphie. C'est donc beaucoup plus académique, très solennel, très royal. Bref, ça minaude plus, tout est plus grand, plus ample, et les deux occupent tout l'espace scénique. Dans beaucoup de ballets de petits pas, Bayadère aussi, on n'a qu'une envie, c'est de courir vite dans le coin pour aller faire la pause. Il faut marcher, oser marcher lentement, pointer, et ici. Trouve justement les différences de contraste entre une chose qui est esquissée pour faire grand. Tu dois avoir une arabesque, vous êtes à vous deux tout seuls sur scène, vous devez être aussi grand que 150 000 personnes. Tu dois vraiment survoler tout le monde, tu vois. Vous devez vraiment être présent. C'est à ce passage-là du pas de 2 que vous êtes prince et princesse. Et là, vraiment, tu dois avoir l'impression de voir, personne par personne, tous les gens qui sont dans la salle. Je vais essayer. Et en même temps, il faut beaucoup de précision et de subtilité, un dosage pas évident. À l'origine, c'était pas des tours poissons, c'était des tours en dedans, comme ça, tomber dans le bras du garçon,
et remontée attitude et préparation. Cette diagonale qui est très spectaculaire, elle l'est encore plus si elle est incisive. Tu dois vraiment du poisson remonter et d'ici, 5e très sec, pose avec des ventouses, posées, pointées. Je trouve assez merveilleux que dans ce pas de deux, où il y a vraiment des choses avec beaucoup de positions enchaînées, avec de l'élan, et après cette excitation des tours poissons, il y ait cette arabesque où Rudolf nous a demandé de ne rien faire. C'est-à-dire qu'il y a des versions où on fait un penché, il y a des versions où on fait une promenade. Là, c'était arabesque. Et là, c'est pas une arabesque ici, c'est une arabesque de précision, de volonté. Allonge les bras, allonge. C'est la plus grande, plus grande, plus grande, plus grande. 5e. Essaye de résister aussi à ne pas écarter tes bras. Ici et avec profondeur. Et pour être grand, t'as pas besoin de lever les bras. Tu peux le faire très en bas, mais qu'il y ait du poids, qu'on puisse pas te faire lever les bras. Et même si tu as un pied sur chaque note, il ne faut pas que ça soit mécanique, mais organique et musical. Et tout ça, c'est toujours sur une musique, mais millimétrée. Lourd et lourd, marche, marche, pointé. Pied. Joli. Pointe. Bras. Et on continue. Et surtout, le glaçage sur tout ce gâteau, il faut quand même qu'on ait la dynamique entre les deux personnages. C'est super important, d'autant plus dans un pas de deux. Même si là, le rôle masculin est pas mal cantonné à manœuvrer et porter la fille, bon déjà c'est loin d'être facile, hein, bien au contraire. Bah, faut qu'on y croie à cette affaire, à cet amour véritable qui a sauvé une princesse et qui unit deux âmes dans le triomphe contre le mal. Mais aussi, il y a toujours ce truc où les mouvements, notamment les ports de bras, sont harmonisés entre les deux. Ça a l'air de rien, mais ça joue complètement dans la cohérence et la fluidité du schmilblick. Même sans le regarder, toujours une attention vers lui. Et dans les versions russes, je trouve assez joli, le piqué arabesque, elle a toujours ce port de bras-là, qui est un bisou. Alors, même si tu as les bras derrière, et quand même l'intention vers lui, tous ces déplacements entre le prince et la princesse ont une forme de cœur. Et ça, c'est une chose aussi très très importante chez Petit Pas, c'est qu'il a une chorégraphie qu'on voit dans ce sens-là, mais une chorégraphie qu'on peut voir au sol. Nicolas, beaucoup de pieds, beaucoup de pieds. Dès que tu soulèves les pieds, elle est que sur une pointe. C'est dangereux. Et ça, c'est typique de Rudolf. Quand vous êtes en 5e, le garçon est aussi en 5e, et tu l'invites à ouvrir ses bras en même temps que toi. Le V de la victoire. Et en bas. Et Et on retrouve ça bien sûr dans le coda. Et sur celui-ci, on n'a pas de série de tours fouettés, contrairement à d'autres grands ballets classiques comme le Lac des Cygnes ou la Bayadère. Aussi, il y a quand même nettement moins de Monsieur porte Madame, hein. Les deux ont plus de pas en commun et ce presque jusqu'à la fin, et c'est plutôt rafraîchissant. Et ce merveilleux mariage ainsi que le ballet lui-même se conclut par une fiesta générale, tout le monde danse sur toute la scène, et la musique est d'ailleurs un hommage de Tchaïkovski à la France de l'Ancien Régime, puisqu'il s'agit d'une variation de la chanson Vive Henri IV. No wait, it doesn't. C'est sur cette information dont je sais pas trop quoi foutre qu'on termine enfin cette vidéo. Merci d'avoir regardé ces vidéos sur La Belle au Bois dormant, j'espère que ça vous a plu. Je suis passée en coup de vent sur plein de trucs, donc encore une fois, si vous voulez plus de détails, dites-moi et je vais voir ce que je peux faire. Bon, pas tout de suite, hein, parce que j'en ai un peu ras-le-ciboulard de ce ballet, donc voilà. Bref, je vous laisse aller faire une bonne sieste, comme moi d'ailleurs. Des bisous et à la prochaine!